Comme le savent mes deux émissaires et les collègues qui les ont accompagnés lors de ces différentes rencontres, mon approche a toujours été sincère et simple dans ces dialogues. En tant que moine, l'honnêteté a une grande importance pour moi. Alors j'ai déclaré à mes envoyés que je souhaitais présenter en termes francs et clairs mes objectifs, plutôt que d'adopter une position de négociation initiale qui pourrait ensuite être amendée jusqu'à obtenir ce que je voulais vraiment. Ainsi, les propositions que j'ai faites sont, comme je l'ai dit, très éloignées de l'exigence d'une restauration de l'indépendance du Tibet. Elles représentent un compromis important de notre part. En tant que peuple d'un pays occupé, nous les Tibétains avons le droit de réclamer notre indépendance. Mais pour des raisons que j'ai expliquées plus haut, je crois qu'il est possible pour les Tibétains de vivre au sein de la famille de la République populaire de Chine, à condition qu'il existe un réel respect pour nos droits, notre dignité et nos besoins en tant que peuple ayant un héritage linguistique, culturel, religieux et historique unique. À ce jour, je ne crois pas que Pékin ait réussi à créer un État multinational au sein duquel le peuple tibétain pourrait vraiment se sentir chez lui. En d'autres termes, Pékin a échoué à mettre en place la vision que porte une partie importante de son nom, la République populaire de Chine, dont l'équivalent chinois contient le mot Gunhe, qui véhicule l'idée d'une union harmonieuse. Je cite souvent l'exemple de l'Union soviétique, auparavant nommée l'Union des républiques socialistes soviétiques, avant son effondrement en tant qu'exemple d'une tentative pour le moins sérieuse de créer un État multinational moderne. Contrairement à la République populaire de Chine, les mots russe ou Russie n'apparaissent nulle part dans le nom de l'État composite. Grâce à ce fait simple, les noms russes avaient moins de mal à s'identifier au nouvel État, et cela a également permis à certains d'entre eux, comme Staline ou Brejnev, de diriger l'Union soviétique. La Chine communiste, pour sa part, n'a pas encore réussi à créer un État multinational inclusif au sein duquel les Tibétains pourraient se sentir chez eux. La vérité toute simple, c'est qu'aucun Tibétain ne dira jamais « je suis chinois ». Ma position sur la façon de régler le problème du Tibet a été cohérente depuis le début des discussions directes avec Pékin. En 1979, je l'ai nommé l'approche de la voie médiane. L'idée au cœur de cette approche était de trouver un système solide qui permette aux Tibétains de survivre dignement en tant que peuple distinct, avec sa langue, sa culture et son écologie unique et la foi bouddhiste. En outre, dans ce cadre, je me suis toujours efforcée de respecter le principe selon lequel il est important de prendre sérieusement en compte les perspectives et les intérêts des deux parties. Pour la Chine, le plus important semble être l'intégrité territoriale et la stabilité, tandis que pour nous, c'est une véritable autonomie qui garantit notre autogouvernance en matière de langue, de culture, d'écologie et de religion. Même si un accord acceptable par les deux parties est trouvé, il est essentiel de mettre en place un mécanisme de contrôle pour assurer que les deux camps en respectent les termes. C'est mon expérience personnelle et l'observation de la situation de Hong Kong au cours de la dernière décennie qui me font affirmer cela. Bien que notre dialogue officiel ait pris fin en 2010, j'ai maintenu jusqu'en 2019 des contacts officieux avec Pékin par l'intermédiaire de quelques personnes. Parmi les gens qui venaient me voir et me parler, certains semblaient avoir accès à d'importants dirigeants à Pékin. Certains de ceux qui venaient me trouver avaient un objectif plutôt singulier, me persuader de rentrer à la maison. Lors de ces entrevues, j'ai exprimé clairement qu'en l'état actuel, cette discussion était prématurée, et à la place, j'ai proposé de préparer le terrain pour que je puisse me rendre en Chine et au Tibet, plus précisément pour un pèlerinage. Pékin pensait peut-être, au regard de mon âge, que je me laisserais plus facilement convaincre de rentrer. Derrière cette invitation officieuse, il y avait peut-être aussi la croyance qu'une fois que le Dalai Lama serait revenu, le problème du Tibet serait résolu, et la question trouverait sa réponse dans mon retour définitif. Si tel est le cas, cela signifie qu'après plusieurs changements de direction étalés sur plus de 4 décennies et malgré 2 séries de discussions, 1979-1989 et 2002-2010, Pékin en est resté aux 5 points de Hu Yaobang que Hu Yaobang avait présentés, lesquels portent tous sur mon statut personnel et n'a jamais essayé de traiter le véritable problème, le bien-être du peuple tibétain.
Il est extrêmement regrettable que Pékin n'ait pas saisi l'opportunité de résoudre le problème du Tibet pour notre bénéfice mutuel quand je leur ai proposé. Je ne crois pas que Pékin ne comprenait pas ma proposition. La seule conclusion rationnelle que j'en tire est la suivante. Bien qu'il y ait peut-être eu, à un moment donné, un véritable désir de résoudre le problème du Tibet par la négociation, la direction chinoise n'a ni le courage ni la volonté politique nécessaire pour le faire. J'espère sincèrement que Pékin trouvera le courage nécessaire pour résoudre par des moyens pacifiques et avant qu'il soit trop tard le problème qui se pose de longue date au Tibet. Chapitre 14. Ce qui me donne espoir. Bien qu'à ce jour, il n'y ait eu aucune percée significative avec le gouvernement de Pékin, le fait que la relation entre les peuples tibétains et chinois n'ait pas été irrémédiablement dégradée me donne de l'espoir. De plus en plus de Chinois ordinaires comprennent le problème du Tibet. Ils comprennent notre lutte et la voient d'un bon œil. De mon côté, j'ai toujours chéri les occasions de m'entretenir avec des Chinois, surtout ceux de Chine continentale. Par exemple, sous les auspices de la Brookings Institution, j'ai participé à une série de discussions avec des universitaires chinois en vue qui se préoccupent grandement de l'avenir de la Chine. Ces conversations très ouvertes et franches ont eu lieu à Washington, à l'Institut Aspen, et l'occasion était mémorable, à Ladakh en Inde. Lors d'une de ces réunions à Washington, la conversation s'est focalisée sur le problème de la crise morale au regard de la culture agressive de l'enrichissement personnel qui balaie la Chine. Personnellement, j'ai trouvé ces échanges très utiles pour comprendre la Chine contemporaine ainsi que les défis et les opportunités qui vont se présenter à elle. J'ai eu des conversations similaires avec d'autres universitaires à Berlin, à Genève ou à Hambourg. En 2010, grâce à Wang Lixiang, l'éminent intellectuel chinois marié à Tsering Wasser, une poète et militante tibétaine incroyablement courageuse, j'ai aussi eu l'opportunité rare de répondre en direct à des questions de Chinois à l'intérieur de la Chine. Lorsque Wang a annoncé cette rencontre en ligne quelques jours avant qu'elle ait eu lieu, il a demandé aux internautes chinois de me poser des questions. Puis ces derniers ont classé ces questions par ordre de préférence. Et à travers ce processus démocratique, 8 questions ont été sélectionnées. J'ai considéré qu'elles étaient représentatives de ce que beaucoup de gens en Chine voulaient vraiment savoir de moi et entendre de ma bouche. Permettez-moi donc de partager brièvement quelques-unes de ces questions et réponses. La première était en lien avec mon opinion sur le futur rôle des chefs religieux au Tibet, en particulier celui du Dalai Lama et du Panchen Lama. J'ai répondu que dès 1969, j'avais publié une déclaration officielle précisant qu'il revenait au peuple tibétain de trancher la question de la perpétuation ou non de l'institution du Dalai Lama. J'ai également indiqué que dès que le Tibet aurait une véritable autonomie, je ne tiendrai plus aucune position officielle dans le futur gouvernement tibétain. Une autre question portait sur la façon dont les Chinois et les Tibétains en tant que peuple pourraient encourager de bonnes relations et les entretenir. J'ai souligné que si les Chinois et les Tibétains se fréquentaient sur un pied d'égalité et en reconnaissant leur humanité mutuelle, il n'y aurait aucune barrière à la communication. Sur ces bases, bien que des problèmes seraient faciles à résoudre, j'ai ajouté que, à ma manière, quel que soit le pays que je visite, je souligne toujours l'importance de notre humanité commune. Et j'ai affirmé que, même lorsqu'on se retrouve pour discuter d'un problème difficile, il est crucial pour les deux camps de créer au préalable un lien humain entre eux. C'est à ce niveau que nous sommes tous exactement les mêmes. Ce n'est que lorsque ce fait est reconnu et mutuellement respecté que les parties peuvent s'attaquer aux défis les plus complexes qui peuvent avoir émergé à cause d'une différence de race, de religion, de culture, de langue ou de politique. On m'a ensuite demandé pourquoi les différentes discussions entre les Tibétains et le gouvernement chinois s'étaient toujours révélées stériles. Quelles étaient précisément les questions restées insolubles pendant toutes ces décennies? J'ai répondu que le principal problème était que le gouvernement chinois persiste à dire qu'il n'y a pas de problème au Tibet et qu'il y a simplement un problème avec le Dalai Lama. Mais la vérité toute simple
c'est que je n'ai aucune exigence. Le problème concerne le destin du peuple tibétain, de sa culture, sa langue, sa religion et son écologie fragile. Le jour hypothétique où la direction chinoise sera prête à se confronter à la question du Tibet et à chercher une solution, je lui accorderai mon soutien le plus total parce que notre objectif est de trouver une place qui ait du sens pour le Tibet et pour son peuple dans la famille de la République populaire de Chine. J'ai également déclaré que le gouvernement de Pékin insiste toujours sur la nécessité de stabilité au Tibet, mais la véritable stabilité ne peut venir que de la confiance, laquelle ne peut pas être obtenue par la force et la répression. Personnellement, j'ai trouvé ces discussions sur Internet vraiment mémorables. Le fait d'être en mesure d'engager une conversation avec des sœurs et des frères chinois vivant en Chine semblait presque incroyable. Ce qu'il m'est resté de ces échanges, c'est que de nombreux Chinois sont attentionnés, qu'ils se préoccupent de l'avenir de leur pays, qu'ils comprennent la situation au Tibet et qu'ils reconnaissent qu'il faut trouver une solution durable permettant d'assurer la survie des Tibétains en tant que peuple. Ces discussions avec des frères et sœurs chinois m'ont donné de l'espoir et ont renforcé ma conviction que quel que soit le statut de notre relation au niveau gouvernemental et officiel, tant que les Chinois et les Tibétains éviteront le chemin de la haine mutuelle, il y aura toujours une base permettant d'atteindre une véritable compréhension entre nos deux peuples. En 2013, pendant une visite à New York, j'ai eu la merveilleuse opportunité de discuter avec Ai Weiwei, l'artiste et militant chinois. Il m'a, entre autres, demandé si j'espérais rentrer dans mon pays natal. « Oui, je l'espère », ai-je répondu. « Il est effectivement humain que votre foyer vous manque, même si nous, les Tibétains, disons souvent « Là où tu es heureux, se trouve ton foyer ». J'avais espéré pouvoir y retourner au moins une fois avant de mourir. À présent que j'approche de ma 90e année, cela semble de moins en moins plausible. Pendant mes voyages en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Australie, des Chinois de différents milieux sont venus me trouver. Des personnes ordinaires, des intellectuels, des écrivains, des artistes, des hommes d'affaires, des personnes ayant accès à de hauts dirigeants à Pékin, d'anciens membres du gouvernement et des militaires. J'ai aussi rencontré des lamas tibétains de haut rang et des Tibétains devenus fonctionnaires au sein du système chinois qui s'étaient débrouillés pour me voir. J'ai donc eu de bonnes occasions de leur expliquer que nous devons résoudre le problème du Tibet en empruntant la voie d'une stricte non-violence et une approche mutuellement profitable.